Bonjour et bienvenue au webinaire Servim. Welcome to today's Servim webinar. J'aimerais inviter Denis Laurando à présenter William Bonilla, qui nous offrira le webinaire Servim de ce matin. Merci Annette. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de présenter William ce matin qui va nous faire part de ses expériences, son expérience avec MATLAB dans un contexte de machine learning. Donc, William travaille sur justement une application de machine learning pour détecter la douleur chez les êtres vivants et a découvert les outils offerts par MATLAB dans sa démarche d'application de l'intelligence artificielle à son problème. Donc, il va nous faire part ce matin de ses expériences et de son analyse des outils qui sont offerts dans MATLAB pour faire du machine learning et principalement du deep learning dans le cas de William. Alors, William, je t'invite à nous faire part de ce que tu as découvert lors de ton exploration. Parfait. Merci, Denis. Donc, petite présentation, bonjour, je suis William, étudiant à la maîtrise au LVSN. Donc, aujourd'hui, justement, je vais vous présenter ce que j'ai découvert grâce à MATLAB version avec les toolbox de Deep Learning. Donc, je vais vous partager mon écran. On va aller rapidement. J'ai fait un petit PowerPoint, donc on va faire ça rapidement avant d'aller vers MATLAB. Donc, un petit plan de présentation, on va définir c'est quoi la segmentation sémantique, les requis pour que les boîtes à outils, les communément appelées les toolbox de MATLAB nécessaires pour que ça fonctionne. La méthode de travail, la méthodologie, les choix des annotations, les réseaux de neurones, la création du réseau de neurones. Puis, on va finir avec un survol, une petite démonstration de à quoi ça ressemble. Puis ensuite, je répondrai à vos questions. Donc, en gros, c'est quoi la segmentation sémantique? Donc, c'est simplement de attribuer une classe à des pixels dans une image. Comme ici, on peut voir, les autos sont en bleu foncé, les personnes en rouge, la route est en mauve, le trottoir est en rose. Donc, c'est simplement de classer des pixels dans une image. Donc, pour les requis, bien évidemment, une licence MATLAB. Donc, le Computer Vision Toolbox, lui sert à faire les annotations et le pré-traitement d'images lorsqu'on en a besoin. Ensuite, le Deep Learning Toolbox, lui, c'est les algorithmes que MATLAB nous fournit. On aura besoin de ça. Puis le Deep Learning Toolbox Model, lui, est optionnel. Par contre, lorsqu'on fait la segmentation sémantique, les algorithmes les plus populaires ont souvent ce qu'on appelle un backbone. Donc, une colonne vertébrale qui vient complémenter l'algorithme. Souvent, on parle de ResNet 50, ResNet 101, Exception. Tout ça sont disponibles dans MATLAB avec leur poids pré-entraîné ou pas. Donc, on peut les télécharger si on en a besoin. Donc, pourquoi MATLAB? Moi, je suis arrivé à utiliser la version Deep Learning de MATLAB parce que j'ai un gros background en électronique et en firmware. Donc, lorsqu'il est arrivé le temps pour moi à faire de la vision, ça a été très intimidant de commencer tout de suite avec du Python, les data loaders, faire des classes pour gérer ses propres annotations. C'est quelque chose que je voyais comme intimidant. Puis trouver le bon logiciel pour faire les annotations, parce que dans MATLAB, on ouvre un seul logiciel et tout peut être fait là-dedans. Et l'interface d'utilisateur est assez simple. Donc, j'ai vraiment aimé l'expérience que j'ai eue avec MATLAB. Donc, moi, je le recommande pour le prototypage d'algorithmes et faire des proof of concept. Donc, vérifier si notre idée est bonne avant de se lancer vers une aventure Python ou C++. Parce que, oui, il y a des traducteurs dans MATLAB qui permettent d'exporter le code MATLAB en C, C++. De mon côté, malheureusement, je n'ai pas été capable de le faire fonctionner. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Puis il y a aussi le côté open source de Python qui est très versatile, où on peut le faire rouler sur Mac, sur du ARM. Donc, c'est vraiment bien. Par contre, MATLAB est l'outil parfait pour le prototypage d'algorithmes. Puis juste aider à brainstormer, je pense que ça peut se faire vraiment en une journée. On se regarde à brainstormer plusieurs algorithmes sur MATLAB assez facilement. Donc, tout d'abord,
il faut créer une vérité terrain, donc une image dans laquelle qui dit à notre algorithme, c'est ce qu'on attend de lui. Donc, les annotations. Ici, on voit un exemple d'annotation MATLAB, super important. Quelque chose qu'il faut distinguer de MATLAB de certaines autres méthodes d'annotation, c'est que tous les pixels doivent avoir une classe. Donc, on le voit ici. Tout ce qui est les zones d'intérêt, par contre, comme je voulais vous dire l'exemple, c'est on a 3 classes. Non, 5 classes. Donc, les classes seraient yeux, nez, museau, chat. Puis, tout le reste, le vert, c'est une classe background / autre, où sont les objets qui ne nous intéressent pas. C'est super important parce que sinon, ce qui va se passer, je l'ai expérimenté, c'est que MATLAB va essayer de déterminer la classe de ce background-là et ça va venir un peu fausser les réponses à la fin. Donc, c'est super important quand on fait des annotations dans MATLAB, tous les pixels peuvent avoir une classe. Ensuite, le choix du réseau de neurones, le choix du backbone. Ici, c'est l'interface MATLAB qui nous suggère certains réseaux de neurones déjà pré-entraînés avec leur poids qu'on peut venir installer dans notre ordinateur pour, à la suite, avec vraiment très peu d'enterrement, on peut déjà venir les utiliser sur notre algorithme. Donc, ça, c'est un exemple d'entraînement. C'est moi, lorsque j'entraîne un IA, c'est ça que je vois avec MATLAB. Donc, tout ce qu'on voit normalement dans des entraînements sur d'autres frameworks en Python, donc PyTorch, TensorFlow, on voit la précision augmenter, on voit la perte descendre lorsqu'un entraînement fonctionne. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, MATLAB est capable d'utiliser les accélérateurs GPU. Donc, lorsqu'on a un GPU disponible, on est capable de l'utiliser pour augmenter la vitesse des entraînements. Donc, maintenant, je vais passer à la démonstration, le côté un peu plus MATLAB. Donc, voici le code MATLAB que je vais vous partager prochainement, à la suite. Donc, je ne vais pas rouler le code, malheureusement, parce que c'est un code qui est assez lourd et difficile à rouler pour mon ordinateur. Par contre, je l'ai fait sous le format MATLAB Live Script. Donc, on peut encore voir ce que j'ai roulé hier à l'intérieur. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un MATLAB Live Script ressemble beaucoup à un Jupyter Notebook en Python. C'est-à-dire qu'on peut rouler seulement certains blocs de notre code et lorsqu'on fait une modification, on a juste à rouler ce bloc-là. Donc, pas besoin de rouler tout script si on change des paramètres d'entraînement, seulement les blocs nécessaires pour actualiser le code. Donc, ce qu'on peut voir ici, premièrement, c'est qu'on peut ici effacer la mémoire dans notre GPU pour la préparer à se faire utiliser. Moi, malheureusement, sur mon ordinateur portable, je n'ai pas de GPU. Donc, important de commenter ces lignes, mais c'est pour simplement s'assurer qu'on va retirer le meilleur des performances de notre GPU parce qu'auparavant, moi, j'ai eu des problèmes de manque de mémoire sur un GPU. Par contre, je savais que mon GPU était très performant. Ce fonction-là venait vider la mémoire pour moi et m'assurer de toujours avoir le maximum de puissance possible de mon GPU. Ensuite, je vais chercher mon ground truth. L'objet ground truth simplement contient mes annotations, donc les masques générés et les images originales. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on visite le ground truth ensemble. Donc, on va aller dans le Image Labeler. Donc, je vais ouvrir une session précédente. Par contre, si quelqu'un commence, il ferait une importation, puis je viendrai chercher Add Image 2D. Donc, on irait aller sélectionner les images 2D qu'on a besoin d'annoter.
c'est super important pour de comprendre que MATLAB fonctionne avec des chemins absolus. Donc, lorsqu'on vient chercher une image, il est super important de ne pas la déplacer après ou de se créer un dossier, un workspace qui ne bougera pas. Parce que sinon, lorsque l'image va bouger, MATLAB ne sera plus capable de la retrouver. Vous allez perdre vos annotations. Donc, super important de comprendre que les chemins des images doivent rester eux-mêmes parce que dans le back-end de MATLAB, ce sont des images absolues. Donc, on va ouvrir une session. On va reprendre la session dans laquelle je travaillais, qui va être dans Dataset, MATLAB, Crunchbase. On peut voir, ça n'a pas fonctionné, donc je vais faire l'inverse. Juste ici. Je vais faire comme si je notais toutes les images encore une fois. Parfait. Donc, ici, on peut voir une image de souris. C'est bel et bien mon projet de maîtrise. Donc, comment faire la notation ici? Donc, c'est ici, dans Label. Nous, ce qu'on veut, comme c'est de la segmentation sémantique, on se rappelle, c'est la classification de pixels. C'est super important de faire des pixel labels. Donc, pixel label. Ensuite, on donne un nom à notre pixel. Par ici, par exemple, on pourrait faire background. Là, on pourrait faire une deuxième classe. On va y aller avec les yeux. Donc, là, maintenant, c'est la partie la plus fun, la partie coloriage. Donc, plusieurs outils sont disponibles. Donc, on peut prendre une brosse, changer la taille de la brosse ou faire du remplissage. Donc, il y a un algorithme de vision un peu en arrière qui essaie d'un peu de créer des limites virtuelles pour certains objets, un peu à la Paint, un peu. Donc, sinon, l'autre que j'aime bien, ce sont les superpixels. Donc, ici, une grille virtuelle vient d'être créée et on peut venir cliquer sur la grille et lui donner un label. Par contre, on peut aussi changer la taille des superpixels. Donc ici, si je ne me trompe pas, j'ai raffiné. Puis on peut se rendre même jusqu'à juste en avoir deux, je pense, le plus bas que j'ai vu. Donc, exactement, 2 frontières. Donc, moi, souvent, la méthodologie avec laquelle je vais, c'est je me fais un super pixel. J'en fais 2, en fait. Je vais comme ça. Là, j'ai tout mon background. Ensuite, je copie. Puis, je viens mettre par-dessus à la brosse. Je viens vraiment aller chercher les détails. Mes yeux sont faits. Yeux 2 est fait. Donc là, je dézoome. Et voilà, mon image est annotée. Puis j'ai copié le background. Donc, même plus besoin de super pixel. Je viens juste simplement copier le background. C'est fait. Maintenant, je peux vraiment me concentrer à venir seulement noter les zones d'intérêt qui m'intéressent. Donc, juste avant de finir avec les annotations, 2 petites choses qui seraient intéressantes. Donc, algorithme ici, le select algorithm, c'est simplement, on peut automatiser des annotations lorsque c'est assez évident. Moi, de mon côté, j'ai malheureusement pas eu le temps d'explorer cette fonction-là. Par contre, c'est possible
lorsque une annotation est assez basique, on peut créer soi-même un algorithme de auto-annotation, je dirais, avec certaines relations mathématiques, lorsque l'objet d'intérêt est vraiment à l'opposé de couleur du fond. Donc, c'est assez évident. Fait qu'avec une solution mathématique, on peut créer ça. Il y en a certains qui existent. Par contre, je n'ai pas pu explorer ça. Sinon, moi, celui que j'aime bien, c'est quand je suis un peu tanné d'en faire. C'est View Label Summary. Donc, ça te présente t'es où en ce moment par rapport à toute la tâche que tu dois faire. Donc, ici, on peut voir les labels. On peut voir qu'il y a au-dessus de 113 images, là, je dirais, dans les autres 130 images. Puis ça te place un peu, puis tu peux choisir où tu veux aller. Puis tu peux comparer tes labels. Donc ici, on le voit, là, le background représente beaucoup de pixels comparé aux yeux. Ici, on ne le voit pas, là, mais là, il est assez bas. Puis aussi, avec la ligne noire, on peut se promener dans le jeu de données qu'on veut annoter. Et finalement, lorsqu'on termine avec les annotations, on a deux options. La première, c'est de sauver sa session, Save As, qui va venir créer Save, pardon, qui va venir créer un point mat, donc une extension MATLAB qu'on va venir pouvoir rechercher plus tard avec import. On va venir importer une file ici, puis on va venir chercher la session, on peut ouvrir la session. Sinon, l'autre, lorsqu'on a terminé, c'est d'exporter le travail en ground truth. Donc ici, donc on a le choix, soit qu'on l'exporte en file, un fichier qu'on va venir utiliser plus tard, qu'on va venir loader comme j'ai fait moi, ou on peut directement l'exporter dans le workspace. Donc, pas besoin de le sauvegarder, on l'amène directement. Par contre, on risque de perdre tout s'il y a un problème avec le logiciel. Par contre, si vous avez sauvé votre session avant, vous êtes encore sauf. Donc, c'est au choix de la personne. Il n'y a pas une meilleure méthode que d'autres. C'est simplement, il faut le savoir. Donc, pour la partie annotation, ça conclut ce que je voulais vous présenter. Ensuite, les tutoriels pour la segmentation sémantique. Donc, simplement, encore une fois, on va venir chercher notre vérité terrain, donc nos images et nos masques. On va ici chercher les images, les pixels, les masques. C'est vraiment, c'est assez simple. Donc, ici, ce que je viens de faire après, c'est simplement une méthodologie machine learning où j'ai séparé mon dataset, pardon, l'anglicisme, en trois. Donc, entraînement, validation et test. Ces trois-là sont séparés de manière random en pourcentage, donc 60-20 et le reste, donc 60-20-20 pour mon utilisation par la suite. Donc, ici, ce que je suis venu faire, c'est venir me montrer à moi-même 20 images aléatoires dans les images d'entraînement, simplement pour savoir si ce que je suis en train en ce moment de préparer, c'est la bonne chose. Est-ce que mes images ils ont gardé leur qualité? Est-ce que mes images, il y a eu un problème? Est-ce que c'est les bonnes images? Donc, c'est simplement pour me rassurer moi-même que ce que je suis en train de préparer, c'est la bonne chose. Ensuite, une petite analyse du jeu de données. Donc, avec les masques, je suis venu voir, bon, c'est quels les pixels les plus prominents, quels sont les groupes que j'ai plus souvent, quels sont les groupes que j'ai moins souvent, simplement pour mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc, ici, c'est les options d'entraînement. Donc, le petit SGM, c'est le type de loss, le type de le learning rate que j'ai mis. Donc, c'est vraiment simplement mes options d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, je pense que là-dedans, si je ne me trompe pas, il y en a seulement 4 qui sont obligatoires. Le reste, tu peux laisser MATLAB le décider pour toi. Ils ont des valeurs par défaut. Certains ont des valeurs par défaut.
d'autres sont calculés par MATLAB dans le but d'optimiser l'entraînement. Comme on peut voir, moi, j'ai roulé cet entraînement-là hier. On peut le voir, moi, c'est en CPU. Malheureusement, j'ai mon laptop personnel. Je n'ai pas pu amener ma tour avec moi en Californie. Donc, j'ai fait un entraînement sur CPU qui a été assez long. Donc, ici, après, on vient créer un réseau de neurones. C'est vraiment, c'est là où je trouve que ça devient un peu magique selon moi. C'est la simplicité avec laquelle on va venir créer un réseau de neurones. Donc, ce qu'on peut voir, c'est la taille de mes images, donc les 3 dimensions. Ensuite, mon nombre de classes. Network ici, c'est pour revenir à ce que je disais plus tôt, c'est la colonne vertébrale, c'est le backbone de mon réseau plus complexe. Donc, ici, simplement, j'ai choisi Inception. Par contre, ça aurait pu être beaucoup de choses. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai utilisé DeepLab V3, qui est un algorithme inventé par Google. Il est compatible avec, si je ne me trompe pas, presque une douzaine de backbones. Donc, c'est important de comprendre les algorithmes qu'on veut utiliser dans MATLAB parce que il y a une infinité de possibilités. Donc, je suis venu chercher une section, j'ai mis ma taille d'image, mon nombre de classes, puis par la suite, ce que MATLAB va venir faire, c'est qu'il va venir générer un réseau de neurones adapté à ces besoins-là pour moi. Puis le voici, avec, on peut voir toutes les couches. Ensuite, ça, c'est optionnel, mais on peut le faire. C'est moi, je suis venu moi-même modifier les 2 premières couches pour l'adapter à mes tailles d'image. Par contre, c'était vraiment pas nécessaire parce que MATLAB l'avait déjà fait en premier. Ce code-là vient de justement un exemple que j'ai trouvé sur le web que j'ai poussé un peu plus loin et j'ai ajusté à mes besoins. Cette partie-là est vraiment optionnelle. Par contre, la dernière partie, c'est quelque chose d'intéressant. C'est l'ajustement du dernier layer, qui est le layer de sortie, la classification de pixels. Ici, on peut voir que le dernier, on met class weight. Mais qu'est-ce que class weight? C'est qu'auparavant, on était venu calculer les ratios, les fréquences à lesquelles les images de classe apparaissent. Et avec ces ratios-là, on est venu mettre des poids par défaut dans notre dernière couche de réseau de neurones. Donc, il y a déjà des pré-poids. Donc, ici, la classe qui vient le plus souvent, background, va déjà avoir un poids plus prominent. Donc, ça va faciliter la détection. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Peut-être pas. Par contre, c'est juste de voir la possibilité qu'on est capable de venir changer les couches des réseaux de neurones assez aisément en simplement allant chercher notre réseau de neurones, ici le nom LGraph, le nom de la couche qu'on va venir chercher et la couche avec laquelle on va venir le remplacer. Donc, c'est vraiment facile. Là, malheureusement, j'ai pas loadé le réseau de neurones. Par contre, là, on le voit souvent, que je l'ai utilisé assez souvent. Analyze Network. Ça, c'est un outil que j'adore de MATLAB, que j'ai pu voir dans certains frameworks Python d'algorithmes, mais j'ai jamais vu une interface utilisateur aussi aisée où MATLAB vient analyser le réseau de neurones que tu viens de créer et te retourne soit des erreurs ou des avertissements pour te dire tu sais, ici, ça ne fait pas de sens ou revois tes poids parce que ça risque de ne pas marcher. Donc, c'est vraiment un outil intéressant, je trouve, que MATLAB a développé là, de venir nous aider lors de notre conception de réseau de neurones. Donc, ici, petit entraînement que j'ai fait. Donc, pour rouler un entraînement, simplement les training data, pour moi, c'est la vérité terrain, les images, le réseau de neurones et les options d'entraînement. Donc, on lance l'entraînement.
pour moi, c'était en CPU. Donc, après 1 heure, j'en avais assez pour aujourd'hui, mais ça peut prendre très longtemps. Donc, on voit à la fin d'un entraînement un petit graphique comme celui-là qui nous montre la progression et la perte calculée pour notre réseau de neurones. Puis, je suis venu utiliser en inférence mon réseau de neurones suite à l'entraînement. Donc, on peut voir les oreilles, on a bien été détecté, les yeux aussi, le museau aussi. En jaune, c'est le background. Un peu de fausses détections ici et là, mais pour un entraînement sur CPU en 1 heure, je suis tout de même satisfait. Donc, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en à peine une centaine de lignes, j'ai créé un réseau de neurones, j'ai pu l'entraîner et j'ai pu le jouer en inférence. Donc, c'est là où je suis tombé surpris et puis en admiration avec le produit que MATLAB venait de créer. Parce que tout ça en Python prendrait peut-être pas, peut-être un peu plus de lignes, mais c'est la complexité du code serait beaucoup plus lourd. Oui, on aurait plus de versatilité pour venir modifier certains paramètres d'entraînement ou, par exemple, le data loader qu'on vient chercher nos images qu'on veut entraîner, on pourrait les pre-process, donc ajuster la lumière, faire une moyenne. On voudrait vraiment, on a plus de liberté. Par contre, est-ce que c'est ce que j'ai de besoin? Est-ce qu'un utilisateur comme moi, quelqu'un qui qui est nouveau dans le deep learning, dans le computer vision, a besoin de ça? Pas nécessairement. Donc, MATLAB est venu vraiment m'appuyer à m'introduire dans les réseaux de neurones appliqués à la vision numérique. Lorsqu'ensuite, j'ai commencé à comprendre ce que je faisais, vraiment avoir une meilleure idée, c'est là où j'ai fait le pas vers Python. Puis simplement, pour finir, j'ai pu évaluer aussi les performances de mon réseau de neurones avec on se souvient, j'avais séparé le jeu de données en 3. Donc, je suis venu chercher la partie test de ceux-là et venir faire un benchmark, si vous voulez. Donc, je suis venu analyser la précision, l'intersection de l'union de certains de mes paramètres, de mes labels pour juste confirmer le bon fonctionnement de celui-ci. Donc, au total, 114 lignes de code. J'aurais peut-être pu en faire moins si j'enlève quelques trucs inutiles. Donc, ça a vraiment été pour moi quelque chose d'intéressant à découvrir. Et je trouve que toute personne qui commence à faire de la vision numérique, par exemple de segmentation sémantique ou l'instance de segmentation, et qui sait qu'il se dirige vers du deep learning, devrait, selon moi, commencer par MATLAB pour se faire ses dents. Et lorsqu'on a une certaine aisance, d'aller un peu plus loin vers Python ou C++. Donc, ça couvre pas mal la partie démonstration. Le code sera disponible sur mon GitHub. Je vous partage le lien. La présentation sera aussi sur YouTube. Il faut que je mette le code à jour. J'ai fait quelques modifications de dernière minute hier, mais l'essentiel est déjà sur GitHub. Et je suis rendu je peux répondre à vos questions. Si vous êtes trop gêné, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci, William. Ben, on va regarder les participants pour voir s'il y en a qui ont des questions. Vous pouvez intervenir directement là, pendant la conversation Zoom, si vous voulez. Sinon, ben, il y a toujours le chat qui est peut-être un petit peu plus difficile à suivre, mais je vous invite à poser des questions si vous en avez. William est là pour ça. Moi, j'ai En une passant, question. merci, William, pour la présentation. Oui, oui Isaac. Ici, je n'ai pas compris. Tu as utilisé quelle architecture? DeepLab 3 et l'autre, je n'ai pas compris le backbone. Ah, pardon. J'ai utilisé DeepLab V3, V3+, en fait, qui est un algorithme qui a été développé par Google et qui a plusieurs backbones de disponibles qui sont compatibles avec l'algorithme. Fait que c'est DeepLab V3 plus Inception comme backbone.
Oh, OK, alors l'architecture, c'est Deep Deep Lab Level V3 Plus. 3 Ouais, Ah, V3 Plus. Ouais. OK, merci. Ouais. William, j'ai beaucoup aimé ta présentation. C'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec MATLAB, en fait, pendant des années. Puis maintenant, je suis plus en Python. Là. Et le passage de MATLAB vers Python était assez pénible. C'est par l'entreprise que j'ai dû faire le transfert. Donc, c'est vrai qu'avec MATLAB, on peut tester une idée en quelques lignes de code, très, très haut niveau, des beaux outils de visualisation, comme tu nous as montré. Et la courbe d'apprentissage n'est pas si grande que ça. Python, tu as raison, c'est bien de commencer avec MATLAB, si on peut se le permettre. Là. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ouais. À l'université, sinon, il ne faut payer pas. Puis, donc, on se familiarise avec les concepts. Puis après ça, dans les universités, pas dans les universités, dans les entreprises, souvent pour le développement, ça va être en Python. Et là, on travaille plus sur les détails de programmation que sur le concept de Exact. le problème, là. Puis c'est tannant parce qu'on est vraiment plus dans les détails de programmation que dans le projet qui nous intéresse. Et en termes de puissance, après ça, on peut faire pas mal de choses. Puis après ça, on peut coder en vraiment plus haut niveau. Mais moi, j'ai adoré travailler avec MATLAB. Puis c'est tellement facile, c'est bien présenté. L'information, il n'y a pas 25 millions de façons de faire la même chose. Puis on se mêle dans les 25 millions. Il y a quelques façons, puis elle marche très bien. Puis c'est ça. Donc, je ne connaissais pas la dernière boîte à outils, c'est des Deep Learning Models. Toolbox. Ouais, Deep Learning Toolbox. Puis Deep Learning Models, c'est dans le Deep Learning Toolbox, c'est simplement des réseaux populaires qu'on peut venir télécharger avec des poids en réseau, les poids de réseau de neurones. Donc, pour justement se faire un proof of concept, un POC, quelques minutes, tu télécharges, j'ai réécrit la ligne de code, puis c'est fait. Mais tu sais, c'est tout nouveau, là. Je pense que la partie segmentation sémantique, même pas 10 ans chez MATLAB. Oui. En passant à segmentation sémantique, la première fois que j'ai vu ça, la mâchoire m'est tombée. C'est tellement impressionnant. C'est fantastique. C'est un pas de géant. Oui, c'est ça. Ben, j'aurais d'autres questions, mais je vais laisser plutôt les autres personnes poser leurs propres questions. Ah ben allez-y, on est là pour ça. Ben, je dois dire, je suis vraiment un fan de MATLAB. Après mon doctorat en astrophysique, je suis allé travailler chez MATLAB pendant plusieurs années. Donc, je travaillais sur la boîte à outils Image Processing Toolbox. J'étais impressionné par ce qu'on pouvait faire. C'était plus, à l'époque, c'était tout ce qui était décomposition d'images. Donc, j'ai fait mes études là-dessus. Donc, je suis content de voir qu'ils vont toujours dans la même direction. Puis, question c'est pour ça que j'ai posé la question au début. Je perds le fil de ce que je veux dire. Est-ce que je m'excuse, j'ai perdu le fil. Mais est-ce que beaucoup de gens qui sont à l'aise avec MATLAB passent en Python parce que c'est comme c'est gratuit Python, premièrement. Puis c'est assez convivial parce que tout le monde peut changer du code assez facilement. Est-ce que dans la communauté, ben là, c'est plus peut-être Denis Martin là, qui pourrait répondre, est-ce que les gens l'utilisent encore autant qu'avant en recherche? Peut-être plus vraiment autant en développement, là, mais moi, j'ai trouvé le fait d'être obligé de passer de MATLAB à Python, c'était traumatisant. J'aimais tellement MATLAB, là, ben, je suis plus en Python. Donc, est-ce que c'est de plus en plus courant maintenant de faire ce passage-là obligé? En learning, je pense que les gens le font. Là, pour ce qui est de la vision artificielle, en fait, ce qu'on constate de plus en plus, et c'est normal, c'est que MATLAB va être utilisé pour prototyper. Prototyper un algorithme de vision, par exemple, il y a beaucoup de toolbox, il y a toutes sortes de fonctionnalités, puis ça va vite. Maintenant, si on cherche un peu la performance, ben peut-être qu'on va vouloir passer à des plateformes plus compilées. Ce qui fait que quand tu es assez sûr de ton algorithme, un peu comme William le dit pour le deep learning, quand tu as compris un peu ce qui se passait et ce que tu voulais faire, ben là, ça vaut la peine de mettre un effort pour passer à un outil plus performant, mais peut-être un peu plus difficile à maîtriser. Fait que MATLAB est
très, très utilisé, là, notamment au laboratoire de vision pour prototyper toutes sortes de choses rapidement, là, puis se faire une idée sur comment on peut arriver à une solution. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on peut faire confiance aux les benchmarks, là, j'en vois de temps en temps. On a par exemple un réseau de neurones codé en MATLAB et on le transforme en C++, C Sharp, etc., avec les compilateurs qui permettent de le faire. Est-ce que, en termes de vitesse, ça se compare à un code qui se fait maintenant en C Sharp ou en C++? Ça fait quand même des années que les gens à MathWorks travaillent sur une bonne façon de transformer du code MATLAB en autre chose, là, en Python ou C++. Est-ce que, en termes de benchmark, ça se compare ou c'est vraiment... Moi, je dirais que c'est deux choses différentes. La raison, c'est que MATLAB, on va vraiment pas chercher la performance. Donc, souvent, avant même de se rendre à un algorithme performant, on a déjà quitté MATLAB. Puis lorsqu'on veut chercher la performance, on le fait souvent sur des machines pas performantes. Donc, moi, par exemple, pour ma maîtrise, mon but, c'est de rouler mon algorithme sur un Jetson Xavier, donc un micro-ordinateur. Oui, il y a un GPU embarqué, mais ça reste qu'une ressource. Les ressources sont limitées comparé à Lino, où j'ai un GPU 390 TX, 16 GB de RAM. Fait pas 16 GB de mémoire graphique. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on veut faire. Je dirais que les performances, si tu veux de la performance, tu vas sûrement coder ça en C++, ton algorithme. Puis MATLAB, ben, c'est un peu des moins bonnes performances, je dirais. Mais c'est justement parce qu'il n'y a personne qui prend le temps d'optimiser son MATLAB, parce que quand tu es rendu là, tu changes de langage de programmation. OK. Puis, basé sur ma propre expérience aussi, développement moi, le premier réseau neurone, c'était en MATLAB. Développement, c'est super intéressant. Mais ce qui était le plus dur dans la dernière compagnie où je travaillais, c'était le transfert de tout ça en code, c'était C Sharp, et de façon que ça roule sur une toute petite caméra hyper performante, qui ne pouvait pas consommer trop. Et donc, le développement prend beaucoup de temps, mais l'implémentation, c'est pas les mêmes gens qui font ce travail-là. Donc, il y a vraiment des techniques très spécialisées d'implémentation. Et moi, j'étais ébahi par voir, en voyant ce que mes collègues faisaient dans ce domaine-là, parce que j'ai eu l'impression qu'après, ma partie de faire le premier réseau de neurones, ça devient trivial quand quelqu'un voit comment c'est fait, mais l'implémentation après, c'était quelque chose. Oui, mais ce qui est intéressant, mettons, pour venir à l'implémentation, puis le code et tout, là où la force de Python est, c'est que c'est tout le même code que de ton entraînement, ton inférence. Puis l'optimisation, après, tu utilises les outils que NVIDIA te fournit. Donc, c'est quand même assez linéaire. Donc, un code est vraiment récupéré, puisqu'on va venir optimiser c'est les poids du réseau de neurones. Donc, on va passer de 64 à 32 bits. Les poids quasi nuls, on va juste enlever les neurones carrément. Donc, puis comme ça, on peut préserver le script Python, puis vraiment juste focuser sur l'inférence, le temps que ça prend une image de se faire inférencer. On va essayer de le réduire au maximum. OK. Question naïve. Question vraiment naïve, ça, je fais ma dernière. J'adore Kaggle. C'est un beau site d'échange de code et tout ça, toutes sortes d'idées. C'est vraiment fascinant à lire. Est-ce que tout ce que j'ai vu sur Kaggle en Python, est-ce qu'il y a des échanges de code MATLAB sur Kaggle ou il y a l'équivalent Kaggle en MATLAB? Moi, pour être honnête, c'était tout sur GitHub. Souvent, j'écrivais ou les tutoriels MATLAB sur le site MathWorks, mais souvent, des fois, ça, j'ai déjà eu des tutoriels qui ne fonctionnent pas. Fait que souvent, c'était changer 2-3 lignes de code, replacer changer 2-3 petites valeurs, puis là, ça fonctionnait. Fait que je suis vraiment parti de là. Ensuite, j'ai regardé quelques exemples, puis de mon côté, ça fonctionnait après, mais j'ai pas vu
une si grande communauté. J'étais vraiment un peu on my own quand j'ai fait ça. Mais par chance, c'était pas très complexe. J'aimerais ça faire un petit peu de pouce là-dessus, si Ouais. vous me permettez. Deux éléments. C'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec File Exchange de MathWorks, donc où je prends la majorité de mes idées là-dessus. Là. Mais pour le déploiement HIL, Hardware in the Loop, souvent on fait un petit peu le prototypage en script, puis après ça, on passe en Simulink. Puis là, en Simulink, on peut s'amuser parce qu'il y a toutes sortes de librairies, Real-Time Workshop, on peut s'amuser à faire un petit peu plus de validation pour le déploiement. Et moi, habituellement, c'est ça que je fais. Là. Donc, je fais rapidement quelques tests en script, mais vite fait, je passe en Simulink. Parce qu'en Simulink, on est capable d'avoir des performances qui sont plus proches du temps réel. Et je me posais la question justement, là, en fait, j'ai plusieurs questions, là, mais commençons par là parce que le déploiement, c'était la dernière intervention. Est-ce que tu as réussi William, de passer justement de ce script-là jusqu'à, par exemple, à la mise en œuvre du résultat sur Simulink? Non, c'est vraiment ce que vous avez vu, c'est là où je me suis arrêté. Lorsque j'ai tout compris, je me suis attaqué à DeepLam V3, mais version Python. Puis là, j'ai un petit peu plus de job, mais lorsque la partie algorithme pour moi était comprise, c'était vraiment moi ce que je trouvais intimidant. C'est la partie que MATLAB fait pour moi, c'est la partie aller chercher tes annotations. Moi, je ne comprenais pas dans ma tête comment il faisait qu'il voyait l'annotation puis l'image, c'était la même chose. Puis pour ça, il y a une classe, puis ta classe a des fonctions d'appel de masque, d'annotation, puis tout ça, MATLAB le fait pour moi. Fait que je repoussais de devoir gérer ça. Puis lorsque j'ai vu que les performances de MATLAB fonctionnaient, ben, j'avais pas le choix, mais que de m'attaquer à ce problème intimidant-là. Enfin, j'aimerais aller dans plus de détails, là, l'aspect de sémantique. Là. Je ne sais pas si. Parce que je ne l'ai jamais utilisé, moi, cet outil-là. J'utilise d'autres outils, mais pas celui-là. Est-ce que vous avez vu une possibilité de faire de l'augmentation des images? C'est-à-dire, Ouais. par exemple, de l'image, prendre certaines sections, faire des rotations, faire des ajustements pour augmenter le nombre d'images virtuellement? Oui, il y a l'option d'augmentation de données pour les entraînements de deep learning. Justement, moi, j'ai utilisé, mais en Python. Fait que. Mais dans MATLAB, Ça. dans les outils que Ouais, tu as explorés dans MATLAB, est-ce qu'il ouais, y a il ça? l'a. OK, Ouais. il l'a aussi. OK. J'ai vu aussi, bon, tu as parlé de l'analyse du network, l'analyse du résultat pour le network, mais est-ce que tu aurais vu aussi l'outil qui permettrait d'analyser les images, mais de manière plus en profondeur? Oui, c'est dans le toolbox de vision. Par contre, moi, c'était un peu plus un défi pour moi parce que moi, dans mon projet de maîtrise, on aimerait ça en éventualité, faire l'analyse d'images en quasi temps réel des images qui sortent de la caméra. Donc, c'est vraiment important pour moi de limiter le pre-processing des images. Par contre, c'est possible. OK. Puis c'est ma dernière intervention, là. Souvent, on voit de plus en plus des débogueurs qui permettent de déboguer en fait, l'architecture résultante. Il y a l'outil Analyse Network, mais est-ce qu'il y a l'outil de débogage pour aller explorer où une image pourrait être, par exemple, mal segmentée ou incorrectement? Donc, aller chercher, par exemple, des défauts dans une image, mais à partir du résultat et remonter jusqu'en haut pour aller trouver les problèmes qui pourraient être localisés dans des images. Est-ce que Je pense, cet outil-là de débogage? Je pense pas que MATLAB est encore rendu là. Moi, niveau réseau de neurones, j'ai présenté Analyze Network. Par contre, il y en a un autre qui découle de Analyze Network qui est dans l'application Deep Learning où tu peux venir dessiner en bloc tes couches de réseau de neurones, connecter les blocs, un genre de Simulink. Puis après, tu peux venir l'exporter dans ton MATLAB
au lieu d'écrire à la mitaine ton réseau. Mais l'inverse aussi se peut. Tu peux commencer un réseau en écrivant des lignes de code couche par couche, puis après voir visuellement l'entité devant tes yeux, couche par couche, avec des blocs connectés. Donc, l'inverse se fait. Par contre, on peut aussi voir les poids à l'intérieur de chacune de ces couches-là. Par contre, ça se limite à ça. Il n'y aura pas encore d'intervention en temps réel d'une image qui découle dans le réseau de neurones. OK. Et est-ce que dans les analyses que tu as pu faire, là, est-ce que les biais qui étaient détectés, est-ce que c'était possible, par exemple, d'apporter des corrections sur les biais qui étaient détectés? Je ne me suis pas rendu là, OK. malheureusement. Ah, parfait, pas de problème. Pas de problème. Parce que c'est des choses que je fais, moi, avec TensorFlow, mais qui, peut-être dans MATLAB, sont pas encore rendus là. Mais c'est parce que j'ai pas utilisé les mêmes outils, moi, dans MATLAB. Donc, j'utilisais que OK. TensorFlow, là, dans mon cas, là. OK, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la dernière. Oui, Zach. Peut-être pour le prototypage de Python ou de MATLAB. Pardon? Là, tu utilises pour prototypage de Python ou de MATLAB? Ben là, pour prototypage, c'est MATLAB, mais maintenant, je suis plus rendu vers un réseau très fonctionnel. Puis j'ai recommencé. Le prototypage, j'ai fait en MATLAB, puis la vraie version, j'ai fait en Python. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ben, on va remercier William. Ben, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Puis, ben, merci d'avoir préparé ça pour nous. Maintenant, tu peux commencer ta journée. Toi, tu es en Californie. Ouais, ben, Donc, ça fait. nous, c'est l'heure du midi, mais toi, tu arrives au break pour aller prendre café. Ouais, mais pour être honnête, les Américains, ça commence à travailler tard, là. Ça arrive à job entre 9 et 10 heures. Fait que. Ah ouais. Ah bon. Ouais, fait que. Tu vas arriver juste à temps. Juste à temps. Ben, merci beaucoup, William. Puis, bien, merci à tout le monde d'avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Annette, je te rends la parole. Oui, William, excuse, vas-y. Ouais, simplement, là, j'ai communiqué avec Annette. Je vais remettre mon repo GitHub à jour d'ici sûrement cette fin de semaine. Donc, tous ceux qui ont reçu le courriel du service vont recevoir le lien vers mon repo GitHub. Donc, n'hésitez pas à m'écrire après par courriel si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on explore ça encore plus. Merci beaucoup, William, pour cette présentation. Et merci à vous tous pour votre présence ce matin.